Alors oui, tout le monde va vouloir parler du title fight parce que Lando a bouffé la moitié de l'avance d'Oscar. Tout le monde va vouloir parler du fait que Verstappen a tenté de remplacer Tsuchiya. Mais moi, au fond de mon cœur, il y a que d'un truc dont j'ai envie de parler parce que je suis extrêmement content. Content qu'on ait eu un GP fourni en émotion, en fight, en interruption. Et content parce que finalement, celui qui a gagné hier en Angleterre, c'est celui qui a fini 3ème. Salut, c'est Bébé Clippette. Tu veux savoir combien coûte du Oli Energy? Ça coûte 10% moins cher avec le code Clippy. T'es pas content? Bim, tu prends le code Clippy5, tu commandes 5 € de réduction sur ta première commande. Elle est pas incroyable la vie? Peut-être je suis pas Franck Leboeuf, mais moi je suis pas chaud. Bref, je suis Clippy da Clip, bienvenue dans un garage talk, ce qui s'avère, vu la gueule du script, extrêmement court. Puis on n'a pas le temps, il y a des lecards à écrire, et puis c'est vacances, de toute façon on va pas mettre d'efforts dans la vidéo, il a cru lui. 239 départs avant d'enfin foutre son pied sur le podium. Le chemin de croix d'Hülkenberg est enfin terminé. 239 Grands Prix, c'est 10 GP de plus que toute la carrière de Giancarlo Fisichella. C'est 23 de plus que toute la carrière de Nico Rosberg et 40 de plus que celle d'Alain Prost. Et je pense sans trop m'avancer pouvoir dire que c'est le podium le plus sympathique depuis Maldonado en 2012. Me sortez pas un exemple genre non, Ocon en Hongrie, populaire à l'international. Ou en France on est populaire à l'international, pour ainsi dire jamais. Surtout que Hulk c'est un pilote qui a toute sa carrière été très mésestimé, un petit peu à l'instar de Nick Heidfeld, un autre pilote allemand qui a pas eu la carrière qu'il méritait. Finalement on pourrait aussi faire des comparaisons avec Ensarad Frenzen qui lui aussi a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais dans le fond on fait pas ces comparaisons là parce que Frenzen et Heidfeld, ils avaient des podiums, eux. Et à la défense d'Hülkenberg, Frenzen et Heidfeld sont passés dans des top teams, ce qui a évidemment pas été son cas. D'ailleurs, on a tendance à oublier qu'Hülkenberg fait partie de ces rares pilotes qui, dès leur saison de rookie, ont claqué une pole position. Et à l'inverse d'un certain Jacques Villeneuve ou d'un certain Lewis Hamilton, il n'a pas eu le luxe d'être bombardé dans une top team. Il était chez Williams, qui, si je ne m'abuse, la saison où il arrive finit P6 du championnat du monde. Du coup, sa pole au Brésil la même année, elle est d'autant plus impressionnante, surtout qu'elle a été réalisée avec des pneus slick sur une piste qui commençait à sécher. Ça demande un niveau de contrôle, une maîtrise, d'une confiance dans la voiture qui est propre au pilote de Formule 1, tu me diras. Et pour son premier podium, il a décidé de faire dans l'épique. Nulle question de commencer P3 et de finir P3. Non, il fait comme toi, un dimanche après-midi, sur Formula One, inséré l'année en cours ici. Il part du fond de la grille avec un tractopelle et il finit sur le podium. Sur sa carrière, il a eu quelques opportunités de podium. La dernière à laquelle on pense, c'est Hockenheim 2019. Il y a aussi eu Interlagos en 2012, avant de se faire harponner par Hamilton, et Monaco 2016, avant de se faire harponner par la stratégie. Mais aucune des opportunités susnommées n'ont émergé après être parti dernier ou avant-dernier. Sur ces 15 saisons, Hulk, il a surtout conduit des midfieldeuses. Midfield, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. C'est le milieu de tableau. Donc une midfieldeuse, c'est une bagnole de midfield. À part la Haas de 2023, et peut-être celle de 2024, quoique. Et à part la Haas de 2023, il n'y a pas de voiture de fond de grille dans son rooster, en fait. Sauf si tu considères l'Aston de 2022 comme étant effectivement une voiture dans son rooster, étant donné qu'il était pilote réserviste. Donc il n'a pas fait de remplacement en 2022 de mémoire. Attends, quoique si. Son temps chez Renault, c'était pendant la montée en puissance Renault, et ça a culminé en 18-19 avec leur meilleure position au championnat constructeur. Son temps chez Force India, que ce soit au début entre 2011 et 2012 ou après son petit stint 2013 chez Sauber, donc entre 2014 et 2016, c'était avec des bagnoles qui ont été capables de podium. Genre il y a qu'à voir Perez qui a amené plus d'une fois des Force India sur le podium dans l'ère hybride. Parce que j'ai besoin de rappeler que pendant la pandémie, en Big 2020, il a été appelé pour remplacer Sergio Perez et qu'il a foutu la voiture P3 au Grand Prix du 70e anniversaire, à Silverstone aussi du coup. Genre comme ça, du jour au lendemain. Et que en plus, un peu plus tard dans l'année, au Grand Prix de l'Eifel, qui était au Nürburgring, il a réussi l'exploit de partir de la dernière position et de finir 8ème avec un rythme absolument phénoménal pour quelqu'un qui, pour ainsi dire, avait pas participé au week-end. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'était peut-être la voiture avec la plus haute probabilité de lui donner un podium, et pourtant non. Non, il faudra attendre un tracteur vert et des conditions bibliques. Il aura en plus fallu beaucoup de maîtrise, puisque sur la fin de course, il a quand même été chase par certains Lewis Hamilton au volant d'une certaine Ferrari. Bien que tu me diras qu'actuellement, la Kik, on se demande si elle est pas plus rapide que la Ferrari, c'est quand même la deuxième fois qui coiffe Hamilton au poteau. Ça, ou alors, la kryptonite d'Hamilton, c'est vraiment juste les Allemands qui s'appellent Nico, quoi. La Kik est maintenant officiellement une midfieldeuse, et ça fait beaucoup de bien, ça donne beaucoup d'air à l'entité Steak, Sauber, futur Audi, qui
d'ailleurs, n'avait pas de champagne pour fêter ça. Ah bah tu m'étonnes, hein, t'es habitué à avoir une voiture à pédale depuis 2 saisons, tu vas pas investir dans le champagne, quoi. Il y a d'autres investissements à faire, mais Dieu merci pour eux, que ce soit Mercedes ou Aston Martin, ils ont décidé de donner un petit peu de leur champagne qu'ils avaient en réserve, étant donné que, à mon avis, eux, ils ont dû tourner à la tequila, hein, vu la gueule des grands prix respectifs de ces deux équipes-là. C'est peut-être que le début pour Nico, peut-être qu'ils vont nous sortir un truc à la Brown GP l'an prochain, Audi, on sait pas. Moi, en tout cas, je profite, parce que j'ai failli dire cette victoire encore, genre ça file comme une putain de victoire, c'est ça qui est incroyable. Bref, ça fait du bien à mon âme. Voilà, est-ce que je suis encore en train de simp pour un pilote allemand qui fait des exploits avec une shitbox sous la pluie? Seul l'avenir nous le dira. En parlant de pluie et de shitbox, alors si vous êtes fan Red Bull, ce week-end ça a été les montagnes russes. Je vous recommande d'ailleurs le code Oli Energy pour l'exclamation Oli dans le... Non, je me fous de votre gueule. Unless. Ah bah non, elle est sponsorisée celle-là. Si, il y a le lien dans le commentaire épinglé. Allez, maniez-vous là. Bon, entre une FP1 et une FP2 avec une voiture aussi stable qu'un chariot Carrefour, même pas un chariot Carrefour sur le parking, un de ceux que tu trouves sur le parking de l'Intermarché. Genre tu comprends pas ce qu'il fout là, mais il est là, tu vibes avec. Une pole que je pensais même pas possible 3 minutes avant qu'elle arrive, et une course ultra compliquée pour Verstappen malgré son statut de maître de la pluie. On a été frustré, extatique, puis refrustré, puis on s'est enculé un mur à Mach 2 dans la gueule pour oublier. Ça, ou votre alcool de prédilection, ça marche aussi, l'autoflagellation c'est plus mon truc. La faute, un aileron arrière ultra déchargé en termes d'appui, un setup qui était overall très bas en termes de downforce, ou en termes d'appui aérodynamique si vous préférez. Un setup presque appliqué de désespoir, tant les réglages en début de week-end ne marchaient pas. Un setup qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi mettre un aileron low downforce alors que la course allait être sous la pluie. Vous vous fiez à Météo France, vous, par exemple? Non, parce que la météo qui avait été annoncée avant que Red Bull verrouille son setup, parce qu'il y a ce qu'on appelle le parc fermé en Formule 1, vous pouvez pas changer le setup après la qualif, elle annonçait de la pluie le matin, pas l'après-midi, pas pendant la course, ce qui explique beaucoup de choses soudainement, n'est-ce pas? Et les mecs sont courageux, mais pas téméraires. Bon, à partir du moment où vous avez un setup qui est trop léger aérodynamiquement sous la pluie, vous êtes certain de pas passer un bon moment. En plus, le problème a été exacerbé en course parce que le début de course, qui était sur un sol séchant, a quand même été roulé par absolument tout le monde, sauf Russell, Leclerc, Stroll et bon, en fait pas absolument tout le monde, t'as compris. Mais genre tous les frontrunners roulaient avec des pneus intermédiaires sur un sol séchant. Moins t'as d'appui, plus t'en demandes à tes pneus, plus ces derniers glissent, plus vite tu les brûles. Donc dans le cas de Verstappen, ça a encore plus exacerbé son problème et il se retrouvait finalement assez rapidement avec des pneus arrière en charpie, à pas pouvoir rentrer tout de suite parce que c'était peut-être pas le bon move, pas pouvoir non plus rester dehors guère plus longtemps sans compromettre son rythme. Vous voyez à l'écran, il utilisait absolument toute la largeur de la piste, là où t'avais derrière Piastri qui lui était vraiment sur une trajectoire ultra académique. Il y a fort à parier par contre que si la course s'était courue dans des conditions sèches ou juste séchantes, j'aurais pas le même discours et la même discussion avec vous aujourd'hui. Mais il y a fort à parier que Hülkenberg ait pas son podium à ce compte-là. Donc on peut pas gagner sur tous les tableaux. Mais là en l'état, Max il joue plus le championnat. C'est pas mes mots, même si je l'ai dit il y a quelques garage talks de ça, ce sont les siens. Et c'est rare d'un discours défaitiste comme ça venant de Maxou. En même temps, on le comprend quand on affiche 69, nice, sur la tête du championnat, on peut pas être absolument au beau fixe, surtout quand on voit la force actuelle des McLaren, à moins d'un rebond technique Red Bull qui soit tout autant là pour boulonner de la perf que ramener du confort à la bagnole, ce qui, disons que je retiens pas ma respiration là-dessus, quoi. Max va pas se retrouver à jouer le titre tout de suite. Et c'est dommage, hein, quand même, parce que genre sur la fin de course, quand c'était beaucoup plus sec, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Mais bon, en fin de compte, malgré toutes les erreurs et tous les problèmes, le bug finit quand même P5, ce qui est 4 positions plus bas que là où il aurait voulu, et que là où j'aurais voulu, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais il reste solide avec son putain de caddie Carrefour. Ceci dit, ça reste très sport de sa part de célébrer le podium d'Hülkenberg, même peut-être plus que si ça avait été un des siens. Chez McLaren, ils devront en prendre de la graine quand même. Est-ce que tu as un mot pour le peuple? Oui, d'accord. Oui. Vous vous demandez pourquoi il y a du retard de production, hein. Oui, bon, j'y viens. Le gros talking point de ce week-end, c'était effectivement la pénalité de Piastri. Un Piastri qui avait surdominé la course, qui foutait pilule sur pilule, tour après tour, et dont la domination a été stoppée net par une grosse infraction au safety car. En fait, c'était la deuxième, mais ils n'avaient pas pénalisé la première. Autant j'ai pas trop de problème avec le fait qu'il ait été pénalisé, autant j'ai du bif avec le fait que la pénalité appliquée était peut-être trop grosse. Un freinage bien trop vénère derrière la safety car, alors que cette dernière venait d'éteindre ses gyros, ce qui veut
généralement dire que ça va être à Piastri de gérer le field, ce qui veut dire, selon les directives sportives, qu'il n'a pas le droit de conduire de manière erratique, surtout quand on voit la quantité de bagnoles qui ont dû faire des manœuvres évasives pour pas finir emplâtrées les unes derrière les autres, et nous rappeler. C'était quoi? C'était pas au Mugello, ça, le gros bordel après la relance en safety car avec Bottas? C'était au Mugello, ça, c'était en 2020. Bon, apparemment, c'était pas assez de circonstances atténuantes que la safety car ait éteint ses gyrophares relativement plus tard que d'habitude, que sa télémétrie, qui est disponible sur F1 Tempo maintenant, que je vous invite à aller voir, comme ça vous pouvez tirer vos propres conclusions. Ouais, c'est Clippy du montage. Entre le moment où j'ai écrit la vidéo et le moment où là, maintenant, tout de suite, j'en parle avec vous, se trouve que la trace est plus disponible sur F1 Tempo. Il manque une grosse partie des tours. Donc là, pour une fois, va falloir se baser sur ce graphique de The Race que j'ai trouvé sur Twitter. Yes. Bref, sa télémétrie, elle montre que la chute de vitesse, la décélération, elle était massive, suffisante pour être donc considérée par les stewards comme driving erratically ou conduire de manière erratique. Mais ce qui est super intéressant, c'est que 4 tours plus tôt, au premier restart safety car, il avait fait la même chose et que ça avait pas été pénalisé. On avait la même plainte du côté de chez Verstappen, que il a freiné vachement fort, il a freiné... Mais bon, apparemment, une fois mais pas deux. Ok, c'est toujours le manque de régularité en fait qui fait que la FIA est très souvent décriée dès lors qu'on parle de la justesse avec laquelle les pénalités sont données. Et là, justement, je sais que tout le monde va vouloir comparer ça au Canada, qui est absolument... En fait, je vais vous dire un truc. Les incidents de course, c'est comme vos impôts. Évitez de les comparer avec les autres, en fait. C'est parce que c'est pas du tout les mêmes cas. C'est jamais les mêmes cas. J'ai travaillé aux finances publiques. J'en avais plein le cul de voir des gens dire ma voisine, elle a pas les mêmes impôts que moi. Eh ben, ta voisine, elle est médecin. T'es fonctionnaire, tu vas pas payer les mêmes impôts. Mais on est voisins. Il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'au Canada. Déjà, les lumières de la safety car sont allumées. Donc la safety car maîtrise encore le rythme. Donc ça va pas être pénalisé pareil. Ensuite, je vais remarquer, il fait vachement beau et le sol, il est vachement sec. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le même set de circonstances. Mais là surtout, la décélération, elle est absolument pas aussi extrême chez Russell qu'elle l'était chez Piastri. Comment je sais? F1 Tempo. Allez vous enfiler des stats là. Et donc du coup, autant face à tant de ce que les Anglais appellent des évidences ou des preuves ici, dans la Marseillaise, Napoléon, tout ça. Face à tant de preuves, je peux qu'être d'accord avec la FIA. Face au document, ils réalisent un document. Suivez la FIA sur Twitter. Et il y a souvent un tweet avec un truc qui s'appelle genre fia.com/document et vous avez accès à tous les documents qui sont émis par les stewards en fin de Grand Prix, donc la classification finale, la mise à jour des points, s'il y a des pilotes qui sont convoqués chez les stewards, etc. Les documents là, ils sont disponibles sur internet. Voilà. Non, parce que non mais les keyboard warriors sur Twitter, ça fatigue à un moment. Face à tout ça, ok, je comprends qu'il y a peinard. Par contre, 10 secondes, bon là c'est purement de l'opinion, hein. Il y a clairement aucune volonté à rendre les choses justes sur la piste ou quoi. Moi j'aurais pénalisé personne, j'en aurais rien eu à foutre. De toute façon, moi, si on me demande la Formule 1, ça devient Jack X combat Racing, c'est vite réglé. Mais genre là, 10 secondes, c'est quand même vénère et ça nous prive d'un potentiel gros fight avec Norris. Une pénalité de 5 secondes nous aurait donné. Ah, c'est dommage. Non, mais après, si je mets ma casquette de complotiste. Il y avait un steward là, Richard Norbury, il était britannique. Ah, donc ça c'était encore du British bias pour permettre à Norris, lui aussi britannique, de remporter le GP de Grande-Bretagne. Mais c'était sûr et c'est des corrompus et puis McLaren, foutez-vous au crochet. Pour le championnat par contre c'est très intéressant parce que une des choses que je disais après le blunder absolu au Canada, c'est que Lando avait peut-être administrativement, genre en termes de points, en termes de gestion des pilotes par McLaren, perdu le championnat. Sauf que là, en ayant autant bouffé dans l'avance à Oscar, ils viennent se remettre administrativement dans une zone où c'est complètement admis qu'ils vont devoir se battre. En même temps, McLaren, ils sentent leur force et ils ont plus vraiment de raison de demander à ce qu'on maintienne le 1-2. Tu vois, genre, ils ont vraiment plus de raison de le faire. Ils ont toujours une raison de le faire, mais ils sont dans une situation où ils peuvent laisser les pilotes se battre. C'est ça que j'essaye de dire, en fait. Mais là, il y a Spa-Francorchamps qui arrive bientôt. Et pour peu que les deux devant, là, soient aussi proches qu'ils ne l'étaient en Autriche, vu les caractéristiques du circuit, à Spa, c'est-à-dire qu'il est grand et que le trafic joue un moins grand rôle. Pas du tout le cas en Autriche où les tours se rapprochent de manière affolante de la minute et où donc il y a beaucoup de voitures sur la piste en même temps parce que qui a vraiment niqué Oscar sur la fin finalement, c'est le trafic. On pourrait avoir un gros fight sur les mains. Alors imagine si en plus il pleut, entre un Briton et un Australien qui a l'air d'être beaucoup trop bon sous la pluie pour son propre bien. On comptait que bon, qu'il y aurait peut-être Max derrière qui pourrait genre, tu vois, venir casser les couilles quoi. Ah, ça donne de beaux espoirs pour que le championnat monte
crescendo juste avant la pause estivale. Même on pourrait voir juste avant la pause estivale la tête du championnat du monde changer de main. Et ça, comme d'habitude, ça va être très très intéressant à suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Garage Talks. Oui, on est d'accord, il est moins qualitatif que d'habitude, on n'a pas le temps. Ah, ça fait pas chier. On est sur Twitch, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sponsorisé par Oli Energy. Encore une fois, utilisez le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Moi, je touche 10%, ça va directement dans l'entreprise. Croyez qu'on se verse un salaire ici. Petit reminder aussi que la DA des miniatures va changer au 1er septembre. Les codes que vous connaissez actuellement, à savoir juste la coche rouge, le sujet saturé et le fond désaturé vont changer. La coche, si on peut l'appeler ainsi, qui est en fait une cicatrice mais on s'en fout, elle va changer de couleur dépendant du format. Rouge pour le quart, jaune pour Garage Talks et bleu pour les hors-séries. On est aussi affilié SyncMesh, on a des codes dans la description si ça vous branche, et on l'a déjà dit un milliard de fois, on comprend toujours pas que ce soit arrivé, on est affilié Razer, donc pareil, il y a un lien dans la description si ça vous branche. C'était Clippy the Clip, bisous.